Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons aborder la philosophie pour les enfants et comment philosopher avec nos enfants, tout simplement. Je vais vous présenter deux méthodes pour pouvoir y parvenir, surtout avec les tout petits et les moins petits, c'est-à-dire les primaires et les élémentaires. Donc on va faire un premier groupe 4-6 ans. On apportera vraiment un côté ludique à ce type d'activité. Et les 6, 10, 12 ans qui sont un peu plus autonomes au niveau de la pensée. Et donc là, comment rentrer dans certains sujets et pouvoir amener à une discussion commune. Je voudrais revenir sur peut-être des a priori. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être sceptiques quand ils voient arriver de nouvelles activités dans l'ensemble des écoles, que ce soit pour la sophrologie, que ce soit pour le yoga, que ce soit pour la philosophie qui est beaucoup plus rare encore, tout simplement parce que c'est des choses qu'on ne faisait pas avant. Donc forcément, il y a un climat un peu sceptique par rapport à tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment utile pour le développement de l'enfant ou est-ce que c'est juste une option en plus, quelque chose qu'on veut apporter en plus sans réel fondement derrière? Pour ma part, vous vous en doutez, je ne vais pas vous dire que ça ne sert à rien puisque c'est quelque chose que moi je considère utile même dans mon quotidien de maman. Et pourquoi vous partagez cela? Parce que je pense que ça peut aider certains parents sur certaines problématiques et problématiques qu'ils ont pu rencontrer soit d'autorité, soit de manque de discussion avec leur enfant quand il n'a pas forcément envie de discuter, permettre d'avoir des moments privilégiés qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir passer beaucoup de temps avec nos enfants, peut-être un peu plus depuis 2020 avec le contexte sanitaire, mais il y a aussi plein de parents qui sont pas forcément là, qui sont pas forcément là tout le temps, qui ont des emplois du temps différents et qui n'ont pas forcément le même temps à consacrer à leurs enfants. Donc voilà, pour tous ces parents-là, j'avais envie de leur donner en fait la possibilité de pouvoir rétablir un contact et une communication qui soit vraiment efficace dans le sens où c'est vraiment un moment privilégié qui va pas forcément durer 2 heures et où ils vont pouvoir vraiment avoir une discussion en pleine conscience avec leur enfant. Il y a des outils qui aident forcément beaucoup plus à amener vers ce type de réflexion, mais tout parent peut aisément rentrer dans la philosophie avec ses enfants. Il n'y a aucun prérequis d'enseignant ou de diplôme à avoir par rapport à la philosophie. Après moi, c'est ma spécialité parce que c'est ma spécialité d'études que j'ai fait. Je suis allée jusqu'au master, donc au master 2, donc en bac plus 5. J'ai fait 2 masters de philosophie. Donc c'est ma spécialité et je pourrais en vivre de l'enseignement. Je pourrais vivre de l'enseignement, mais vous proposer des philothérapies, ce qui correspond vraiment au côté adulte de la discussion philosophique qu'on met en place en thérapie. Ici, il n'y a pas d'enseignement. Quand on parle d'un enfant, quand on parle de faire découvrir la philosophie à un enfant, on ne parle pas d'un enseignement. Il n'y a pas à enseigner des auteurs, il n'y a pas à enseigner des thématiques. Tout ce qu'on veut faire découvrir à l'enfant, c'est la possibilité de parler et de communiquer avec les mots justes. Voilà, pour moi, ce que c'est. On n'est pas là pour transmettre un savoir. Ça, je pense que c'est un des premiers prérequis qu'il faut attendre quand on vous dit, voilà, votre enfant, on lui propose de faire un atelier philosophique, ne pas avoir la pression d'entendre, on va lui rajouter une matière, pourquoi faire ça alors qu'on fait ça au lycée, en dernière année, si ce n'est plus, ou jamais, pour ceux qui n'ont jamais fait de philosophie. Donc pourquoi en parler à nos petits bambins alors qu'ils n'en verront pas la couleur pendant des années et des années, puisque finalement pendant tout leur parcours scolaire ils ne découvriront que la matière s'ils vont dans une filière générale en terminale et après généralement ils ne le reverront pas, et ceux qui le voient après c'est ceux qui ont décidé d'aller faire leurs études supérieures dans cette matière.
Donc il n'y a pas de transmission de savoir, il y a juste une volonté de pouvoir élaborer dans des petits groupes, si on parle en termes d'école, des petits groupes ou une classe, d'avoir des discussions collectives, mais des discussions collectives qui soient un peu formatrices, autant pour les enfants que pour les adultes. Parce que pour les adultes, ça va pouvoir, ils vont pouvoir connaître un peu mieux leurs élèves, et notamment voir un peu sur comment chemine un enfant. Je trouve ça particulièrement intéressant pour les élèves en difficulté, parce qu'on va leur donner l'occasion, en fait on leur laisse le droit, on leur donne le droit de s'exprimer. Et ça c'est vraiment très important, c'est quelque chose qu'on a toujours un peu mis en avant dans la pensée occidentale, c'est de dire que nous, dans nos pays, on met en place l'esprit critique, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres coins du monde. Et bien cet esprit critique, il va surtout se fonder par comment on fait pour penser, comment le mécanisme se met en place, comment on arrive à s'exprimer correctement. Donc ça c'est vraiment la base du langage même. Et quand on s'exprime correctement, comment on peut mettre en place ses idées, comment on peut construire une pensée. Voilà. Et c'est ça, principalement, qu'on va être amené à faire avec les enfants. On peut commencer très tôt, 4-6 ans. À 4 ans, c'est un peu le moment, voire même un tout petit peu avant, mais attendez, le moment critique des pourquoi. Quand votre enfant va être pourquoi il fait beau, pourquoi il y a la lune, pourquoi ça, mais pas autre chose, pourquoi maman elle a... et c'est des questions des fois qui nous paraissent complètement sorties de leur contexte, et généralement on répond mais pourquoi tu me poses cette question-là. Voilà, en tant que parent, le premier réflexe qui se passe à ce moment-là, c'est pourquoi tu me poses ces questions-là. Parce que nous-mêmes on se demande ce que ça va lui apporter de répondre à ces questions, ou alors on le fait par automatisme parce qu'on a la flemme entre guillemets d'interagir à ce moment-là avec nos enfants, parce qu'on est occupé, parce qu'on n'a pas envie tout simplement, mais c'est là où on perd quelque chose. Voilà. Donc autorisez-vous dans la journée à avoir un quart d'heure sur n'importe quel sujet que votre enfant va vous apporter, c'est lui qui va trouver les thématiques tout seul, à vraiment rentrer dans un débat avec votre enfant. Et un quart d'heure, ça sera déjà beaucoup, parce que l'enfant va en garder une trace dans sa mémoire, et au fur et à mesure que vous allez collectionner ces petits quarts d'heure de discussion entre parents-enfants, et ben l'enfant va finir par retenir que il a de l'attention de la part de ses parents, mais c'est un temps exclusif déjà, personnel, et en plus où il a l'impression on répond à ses questions. Donc on lui trouve une forme de légitimité à ce qu'il dit. Et ça va permettre de développer beaucoup de choses au niveau développement personnel, de la confiance, de l'estime, une bonne communication, le fait d'être assuré dans sa parole. Donc ça va amener beaucoup de bienfaits petit à petit. C'est comme une graine, vous plantez une petite graine que vous allez faire germer au fil des années. Parce que ça c'est un exercice, je pense. Il faudrait à peu près entre 5 et 10 minutes de philosophie par jour finalement, en tant que parent. Alors j'essaie, dit comme ça, on se dit, ouais, il faut encore que je trouve le temps de faire ça. Mais finalement, ça peut venir très spontanément. C'est pas forcément, ah bah il est 16h30, tu viens de quitter l'école, bah, on va faire les 10 minutes sur le chemin du retour. Non, parce que vous n'êtes pas forcément disponible. Vous venez de récupérer votre enfant, vous venez de courir avant pour pas louper vos transports pour venir le récupérer à l'heure. L'enfant, lui, il a déjà toute sa journée, donc il est déjà un peu fatigué, il se demande plutôt ce qu'il va manger au goûter. Après, il sait qu'il y a les devoirs. Donc, c'est pas le moment le plus approprié, par exemple, pour faire les 10 minutes de philosophie. Moi, ce que j'aime bien faire en ce moment, et ce que je fais depuis un petit moment, c'est de prendre le temps au réveil. Alors là aussi, vous me dites saut du lit, mais elle est complètement dingue. Non, bien au contraire, parce qu'en fait, ça va... j'attends qu'elle se réveille, bien sûr. Je lui pose une petite question, et généralement, c'est toujours la même. C'est est-ce que tu as bien dormi ? Maman t'aime. Point. Et je vois en fait ce qu'elle va me répondre. Et je sais tout de suite si elle a envie de discuter ou si elle n'a pas du tout envie de discuter, parce que d'elle-même, elle va poser une question. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai instauré avec ma fille. Ma fille, elle a 4 ans.
Elle va avoir 5 ans là dans 5 jours. Voilà, dans quelques jours. Il faut arriver à ce type de démarche, mais naturellement, c'est pas quelque chose où vous devez vous forcer. Voilà. Et comme je disais, tous les parents peuvent commencer à faire ces 10 minutes introspectives philosophiques, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'aller convoquer Kant, Descartes, Aristote, Platon, pour prétendre avoir un débat avec votre gamin. Bien sûr qu'à 4-5 ans, vous n'allez pas lui parler de ça à votre enfant. Ça paraît... voilà. Donc moi, je le fais le matin. Et pourquoi le matin? C'est un rituel complet, en fait. On a une méditation le matin qu'on fait ensemble. Et des fois, je poste sur Instagram une petite photo en rapport. Je filme pas trop les séances avec ma fille, parce que c'est ma fille, tout simplement, et que j'ai pas forcément envie que ça soit exploité sur les réseaux. Mais le petit rituel, c'est ça. C'est comme je vous avais présenté dans la deuxième vidéo, j'utilise aussi des outils de développement personnel qui se rattachent en fait à ma conception de la philosophie pour enfants. On tire une ou deux cartes d'oracle, ce qu'on appelle des oracles. On va lire le petit texte qu'il y a en rapport avec la carte, sur la carte et en rapport, donc généralement il y a 2 textes, et ça va amener une pensée. Par exemple, ce matin, je vais vous la montrer, on a eu cette carte-ci, l'ouverture, de nouveaux chemins s'ouvrent devant toi, prends la bonne décision ou direction en demandant par la prière à être bien guidé et à voir les signes. Le mot prière ici n'a aucun sens ou n'a aucune connotation religieuse. Je tiens à le dire, on peut faire des prières juste en faisant venir à nous des choses qu'on a envie d'avoir. Voilà, donc là je mets un petit hiatus dessus, c'est pas forcément une prière religieuse. Et ma fille ce matin me demandait qu'est-ce que c'est une ouverture. Donc je lui ai montré le dessin, j'ai dit regarde, imagine, tu es dans une grotte, c'est mon exemple favori, tu es dans une grotte, il y a la lumière, tu vois, et toi, tu as envie d'aller dans la lumière, tu n'as pas envie de rester dans la grotte. Ben ça, c'est ce qu'on appelle une ouverture. Et après, j'ai essayé de lui expliquer l'ouverture au monde, l'ouverture d'avoir plusieurs chemins. Donc, j'ai dû vraiment expliquer qu'est-ce que ça veut dire prendre une bonne direction, qu'est-ce que ça veut dire prendre une bonne décision. J'ai dit, voilà, dans ta journée, par exemple à la récré, j'ai pris un exemple qui est adapté à son âge, tu vas aller à la récré et on va te proposer plusieurs jeux. Tu vas avoir X et Y qui vont te proposer de la bagarre. Tu vas avoir ABC qui vont te proposer de jouer à la marelle. Et DEF qui vont te proposer de juste discuter sur un banc. Quelle activité as-tu envie de faire? Pourquoi? Et là, je lui dis, là, tu vois, tu as plusieurs ouvertures, tu as plusieurs chemins, plusieurs choix que tu peux faire, mais il faut que tu en choisisses un, voire 2 si tu passes d'une activité à l'autre. Mais il faudra faire des choix, il faudra prendre la bonne décision. Et donc ma fille a compris que... comment j'ai su qu'elle avait compris? Parce qu'elle m'a dit, ah oui, hier, je voulais faire ça, mais on m'a proposé ça et ça. Je fais voilà, et est-ce que toi, de ton plein gré, tu as proposé cette activité que tu avais envie de faire ou tu ne l'as pas proposée parce que tu ne voulais pas interagir à ce moment? Elle m'a dit non, je ne l'ai pas proposé parce qu'il y avait déjà 2 activités. C'est ce type de débat-là. Là, rien qu'en faisant ça, déjà, vous avez décortiqué un noyau. Un petit noyau, une petite incompréhension du quotidien de comment faire son choix. Et quand on a 4-5 ans, comment faire un choix? C'est difficile. Des fois, ça peut être au goûter. On propose un pain au chocolat ou un croissant. Oh, mais les 2 sont bons. Lequel je mange? L'enfant, il ne sait pas forcément. S'il aime les 2, il va se dire celui-là a l'air plus gros. Généralement, c'est comme ça qu'ils vont choisir. Celui-là a l'air plus doré, plus croustillant, plus gros. Donc, je vais le préférer à l'autre. Mais est-ce que c'est un vrai choix? Voilà, et c'est toutes ces petites discussions-là, en fait, qui va permettre de mettre dans le bon sens la pensée, en fait, de l'enfant. Tout simplement. Donc, je vous donnais cet exemple-là, et en fait, tous les matins, je vais tirer une petite carte. Généralement, on part sur une discussion philosophique après avoir tiré ce type de carte et que je l'ai expliqué. Et j'attends de voir après si elle a d'autres questions. En ce moment, ces questions vont être beaucoup portées sur la nature.
tout ce qui entoure la nature, pourquoi les arbres ils ont cette feuille-là, pourquoi ceux-là ils sont pas de la même couleur. Il y en a un avec des fleurs, il y en a un qui est sans fleurs. Donc vu qu'elle a sa petite dent qui est tombée récemment, je lui ai offert en fait un petit livret, un mini herbier pour enfants. Pareil que je viens de publier sur Instagram, vous pouvez aller voir, la philothérapie des cartes. Et donc on est allé faire un tour hier pour aller commencer à faire son mini herbier. Donc on a pris chaque feuille de chaque arbre, même si c'était pas dans le livre, parce que moi je connais à peu près les arbres qu'on a dans la région. Et après, je lui ai expliqué comment on faisait pour pouvoir presser les feuilles, faire en sorte qu'elles sèchent. Je lui ai dit, tu vois, ta feuille, elle sera plus aussi verte que ça. Et donc, on va faire ça régulièrement parce qu'il y a les saisons que ça change, que voilà, surtout en automne où on peut avoir les marrons, au mieux d'avoir juste la feuille du marronnier, de les comparer, de voir s'il y en a qui ont plusieurs feuilles collées, et ça fait une forme de savoir. Là, il y a vraiment une transmission de savoir quand on parle de ça, quand on fait ce type d'activité. Par contre, le fait de réfléchir sur la nature, pourquoi elle est faite comme ça, par exemple, là, on rentre directement en fait dans un débat philosophique avec son enfant. Voilà. Un jour, parce que ça peut arriver, la mienne me l'a déjà posé, pourquoi la nature, elle change ? Pourquoi la nature, elle change ? J'ai envie de dire, ça c'est un bon thème de dissertation de philosophie. Donc il faut lui expliquer qu'il y a des saisons, et que selon les saisons, il y a des couleurs dominantes qu'on va retrouver, du vert, comme ce qu'on a au parc, elles sont quasiment toutes vertes, les feuilles, à part un arbre qui fait des feuilles rouges, qui est le chêne. Et j'ai dit, voilà, c'est parce qu'on est au printemps, les feuilles, elles sont nouvelles, elles n'ont pas eu encore le temps de brunir et d'être très très grandes, comme on le verra avec l'automne. Et en automne, tu verras, ça sera des couleurs plutôt rouges orangées, moins vertes. Et j'ai dit, voilà, on prendra des photos. Et après, je lui dis, est-ce que ça te va comme réponse ? Je lui demande toujours son aval. Est-ce qu'elle a bien compris ce que je lui ai dit ? Et j'attends sa réponse, en fait. J'attends de voir la réaction qu'elle va avoir à ce moment-là. Soit elle me dit c'est ok, soit elle va réenchaîner sur une deuxième question. Et puis ça peut, voilà, on peut avoir 10 minutes de discussion le matin, comme on peut avoir une demi-heure, 1 heure, 2 heures de discussion. Voilà. Parce qu'en plus on est deux pipelettes toutes les deux, donc il n'y a aucun problème. Mais il faut prendre ce temps de temps en temps, et des fois même se le programmer à soi-même, dans le sens où si vraiment vous avez envie de le partager comme un atelier de philosophie, ce qu'on va voir tout de suite, en fait, je vais vous donner la deuxième solution après la discussion, soit collective, soit personnelle. Vous avez quelque chose à coupler ou à faire simplement, comme une activité du mercredi après-midi. Vous avez beaucoup de parents qui vont faire pâte à sel, argile, peinture et autres. Et par exemple, il y a un mercredi après-midi où vous pouvez faire des activités ludiques, manuelles, autour de la philosophie avec votre enfant. D'où le fait que j'ai un peu insisté, et je réinsiste sur ce livre, qui est 50 activités pour philosopher avec ses enfants. Parce que c'est directement rattaché à des thématiques qui vous permettent en fait de pouvoir créer des choses comme ça, des choses que vous allez construire. Là c'est un mobile sur tout est possible, toutes les possibilités du monde. Donc en fait vous allez prendre des éléments qui représentent le monde. Voilà. Et à chaque fois vous avez des thématiques différentes pour pouvoir développer la réflexion en fait de l'enfant. Voilà. J'ai eu un petit temps d'arrêt parce que j'ai essayé de vous trouver voilà. Ça typiquement, j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'herbier, mais là c'est sous forme créative. Vous allez dans votre jardin ou dans le parc à côté, vous faites une petite récolte dans un petit sac, dans un petit panier avec tout ce qu'elle va pouvoir cueillir ou tout ce qu'il va pouvoir cueillir sur son chemin. Vous ramenez et le but c'est de faire un dessin avec. Ça c'est très joli. Là vous avez un oiseau qui a été créé avec des choses qui ont été ramassées par terre, les fleurs, des feuilles. Et ça c'est hyper créatif et ça vous permet de mettre
Ça vous permet de mettre en avant tout ce qui est naturel, en fait, le fait d'aimer la nature. Ça, c'est une activité que vous pouvez faire à tout âge. Parce que soit vous aidez votre enfant à faire l'activité, surtout quand il est tout petit, par exemple, vous allez lui passer un coloriage. Un coloriage, par exemple, d'un ours. Un ours, bon, essayez que ce soit vraiment un ours qui ressemble à un ours naturel, pas un ours anthropomorphe, pour qu'il y ait plus de réalisme. Vous prenez ce coloriage, donc où il y a déjà les traits qui sont prédéfinis, et vous dites à votre enfant, on va faire une petite balade, on ramasse tout, mais il faut que ce soit en concordance avec l'ours, et après tu colleras pour que ça ressemble à l'ours. Ben ça, c'est une très bonne activité, 4-5 ans, ça va être du collage, du découpage et de la cueillette. Et autour de ça, vous faites une petite problématique autour de la nature. C'est simple, c'est efficace, ça permet d'ouvrir à l'éveil. Et au-delà de la discussion, vous n'avez pas une transmission de savoir directement, parce que ce que vous allez cueillir, ça ne va pas se retrouver dans un savoir. Mais le fait que, par contre, on puisse lui dire ce qu'il a accueilli, oui, là, vous avez une transmission de savoir, mais c'est déjà annexe. C'est en dehors de la philosophie, mais ça apporte une activité ludique où il peut rattacher le souvenir de cette discussion à une activité qu'il a fait. Et ça, je pense que c'est assez important. Bien sûr, ce qui est bien avec ce livre, c'est que ça s'adapte vraiment de 5 à 12 ans. Donc vous avez tout type d'activités. Et ensuite, vous avez aussi des choses pour les parents, pour s'aiguiller aussi, pour pouvoir transmettre ce type de discussion quand on n'y connaît rien. Justement, ça peut être intéressant de voir comment amener l'enfant à partager certaines discussions. Moi, je pense qu'il est utile, et ça, je trouve que la philosophie est très utile pour les sujets, justement, où on évite à tout prix de les avoir, que ce soit sur la sexualité, mais ça, c'est pas tellement le premier sujet qu'on va rencontrer, ça sera plutôt le sujet de la mort. La mort chez l'enfant, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à expliquer, parce que c'est quelque chose qu'on peut expliquer simplement en disant, bah voilà, si tu as une personne morte autour de toi, c'est-à-dire que tu ne pourras plus la voir. Tu ne pourras plus la voir bouger. On va dire ça comme ça. Mais pour l'enfant, tout ce qui est autour de lui ne meurt pas. Et même, il va pas forcément faire la différence entre l'insecte qui l'aura malencontreusement écrasé et qui sera mort et le fait que ça arrive aussi aux humains. Il fera pas forcément le rapport de animaux, insectes à la personne humaine, quoi. Donc là, par exemple, dans ce livre-là, vous allez retrouver des activités et des discussions qui sont basées sur cette thématique-là. Et c'est pour des enfants, et il n'y a pas de... je vais parler de je ne sais quel philosophe pour pouvoir y rentrer. Par contre, le parent, lui, quand il va lire la thématique, va pouvoir en fait avoir quelques références philosophiques sur le sujet. Voilà. Donc en plus, il y a un côté aussi un peu éducatif pour le parent, si ça fait très longtemps qu'il n'a pas fait de la philosophie, quoi. Et donc, ensuite, vous avez une activité philosophique avec les discussions proposées, les questions qui sont à développer. Soit vous les trouvez, mais soit c'est des choses qui arrivent. Vous avez l'âge qui est compris dedans, donc 6-12 ans, là ça va être plus pour les primaires. Après, vous avez généralement un petit texte, et ce petit texte va être le plus simple possible pour être compréhensible en fait par des personnes par des enfants qui sont en primaire. Voilà, donc si vous travaillez un texte, en tout cas ça sera que avec des primaires. En maternelle, vous allez principalement faire des activités ludiques et des mini-discussions. Vous testez sur 10 minutes, un quart d'heure. Si vous voyez que vous avez encore l'attention du groupe, surtout en groupe, vous pouvez peut-être pousser un peu jusqu'à 20, 25, 30 minutes. Au bout de 30 minutes, généralement, l'enfant il est déjà plus là. Si vous voyez que vous commencez à en avoir 2-3 qui vont aller s'amuser à faire des Legos, des machins parce qu'ils s'ennuient ou parce qu'ils ne trouvent plus l'intérêt à ce que vous êtes en train de raconter, c'est le moment où il faut arrêter pour l'ensemble du groupe. Parce que ça va s'égrener petit à petit, ça veut dire que les petits en fait vont
vont finir par perdre l'attention petit à petit. Et là, par contre, pour les recentrer à ce moment-là, vous proposez une activité ludique autour d'un dessin sur la thématique que vous venez de déployer. Un exemple très très simple pour les enfants, c'est leur dire voilà, là on a parlé de ça, je vous propose tout ce matériel-là pour exprimer ce qu'on vient de dire. Voilà. C'est le plus simple au monde et généralement c'est parlant aussi. Et je vous disais, pour les enseignants ou pour les parents, ça permet aussi de mieux comprendre son enfant. Il y a une compréhension qui va être mutuelle. Donc j'ai beaucoup insisté sur les mêmes choses dans cette vidéo, mais je pense que c'est essentiel d'avoir surtout le socle, la base, pour comprendre comment on peut transmettre ce type d'atelier. De toute façon, moi je serais amenée à vous en reparler parce que ça fait quand même partie de mes compétences premières, on va dire, de pouvoir développer ce type d'activité et de pratique. Donc moi je vais vous partager, je vous partagerai toujours mon expérience personnelle par rapport à la chose. Pareil si ça vient en collectif. Et en attendant, de toute façon, vous avez un film qui s'appelle Le Cercle des Petits Philosophes. Alors c'est un film d'1h24, si je ne me trompe pas, qui est paru en 2019 sur en fait tous les ateliers philosophiques qui ont été mis en place par Frédéric Lenoir, que vous devez peut-être connaître parce qu'il est beaucoup en librairie, il a fait pas mal de parutions sur la philosophie. Je vais vous en montrer un notamment. Il écrit ce genre de petits bouquins, Frédéric Lenoir, La Sagesse. Donc il tire des choses pour les adultes, pour des petits livres sur des réflexions. Par exemple, celui-ci, c'était Le chemin de la sagesse pour méditer sur le sens de la vie et de la quête du bonheur. Vous le faites. Mais vous en avez plein. Hein. Je pense qu'il a dû faire au moins une vingtaine, trentaine de parutions de ce genre de petits livres sur une thématique. Mais c'est aussi un philosophe qui s'occupe de mettre en pratique la philosophie. Et il n'y a pas que celui-ci. Et donc c'est lui qui, en fait, qui a été un peu fondateur, il y a moins d'une dizaine d'années, de faire les premiers ateliers philosophiques pour enfants et qu'il a filmé. Il a fait ça pour 2 classes pendant 2 ans, je crois, 1 an chacune, et on le voit retracer en fait ces ateliers philosophiques. Et ça, je le conseille vraiment pour tous les parents, même si on ne vous proposera jamais l'option, juste de voir à quoi ça ressemble, parce que vraiment il y a déjà il filme les passages, donc il filme les enfants dans leur cercle philosophique, au moment où ils parlent, comment ils le font, comment c'est mis en place, on voit les interactions avec l'enseignant ou le philosophe. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir aussi quelle posture a chacun. Et ensuite, il y a aussi la voix off qui va vous expliquer en fait ce que ça a amené. Et après, vous aurez les témoignages des enfants. Et le témoignage des enfants, c'est là où on s'aperçoit que finalement, ils peuvent réfléchir aussi bien, voire mieux qu'un adulte. Et du coup, on voit aussi la progression. Au début, quand ils sont un peu sceptiques, hein, comme les parents, on ne comprend pas trop où ça va aller, tout ça. Et à la fin, ou vraiment au bout d'1 an, vous voyez une réflexion qui s'est mise en place, des stimuli en fait de conscience et de communication qui vont faire que maintenant, ça va être quelque chose qu'ils vont garder en tête. Et je crois qu'il y a eu un témoignage, d'ailleurs, il faudrait que je retrouve ça, c'est sur une chaîne YouTube, où vous avez une personne qui a fait des études de philosophie et qui clairement avait eu l'occasion, en fait, lui très jeune, d'expérimenter ce type de pratique. Et il disait dans son témoignage qu'il pense que le fait qu'il ait eu des ateliers philosophiques plus jeunes a fait que ça l'a motivé à pouvoir le reprendre en fait plus tard dans sa pratique, et que ça a pas conditionné, mais en tout cas que ça lui a mené son chemin de vie à faire des études en philosophie et de pouvoir retransmettre ce type d'apprentissage. J'essaierai, si je retrouve cette vidéo, de vous le remettre en barre d'infos. C'est pas dit que je retrouve tout de suite parce que ça fait un petit moment que j'ai vu cette vidéo. Et voilà, donc c'était à peu près tout ce que j'avais à vous partager dans cette première vidéo ici. De toute façon, je vous en reparlerai. C'est vraiment une thématique. Là, c'était vraiment
une introduction